Jean-François. Nous poursuivons avec la deuxième interview et je demande à Francesco de Mandana de venir. Nous allons parler des robots amis ou ennemis. Alors, cher Francesco, ces humanoïdes avec des yeux de bille, des gestes pas encore tout à fait ayant la souplesse de ce que l'on peut faire chez nous, c'est quoi? Ce sont des dangereux individus demain, ils vont nous piquer les boulots, ils vont nous tirer dessus avec leur laser, on va faire du Terminator? Ouais, alors ça c'est la grande image science-fiction. Effectivement, les robots, ça suscite passablement de peur et d'espoir. Et les médias aiment bien jouer d'ailleurs avec ça, hein, parce que ça attire la clientèle, donc c'est très bien. Si on laisse les espoirs pour un moment de côté, au niveau des peurs, bon, il y a une peur qu'on pourrait mettre très vite de côté, c'est tout ce qui est ils vont se révolter contre nous, etc. On rigole, mais les gens, le grand public a vraiment la tendance de projeter des émotions et projeter des intentions sur ces machines qu'ils ne comprennent pas complètement. Et quand vous apprenez l'histoire de la vieille dame qui parle avec son robot aspirateur et qui le confie au voisin quand elle part en vacances, il y a quand même quelque chose derrière et peut-être il ne faut pas totalement l'ignorer. Après, il y a l'autre grande peur, c'est celle qui nous pique le boulot. Et puis ça, c'est naturellement, les médias aiment bien jouer avec ça, ça fait des titres, etc. Moi, je n'ai pas de grands éléments qui montrent que dans l'industrie, le fait de l'automatisation a vraiment baissé le niveau de l'emploi. On a vu des entreprises utiliser l'automatisation pour diversifier leur offre et du coup aller mieux et engager du monde. On a vu des gens rapatrier la production d'autres pays parce que tout d'un coup, on pouvait faire la production ici et donc de nouveau avoir des entreprises florissantes. Donc, c'est très difficile de parler de robots qui piquent l'emploi. Et puis finalement, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que le robot, c'est un outil. Qui dit outil, dit maîtrise de l'outil. Si aujourd'hui, vous me donnez un stéthoscope, moi, franchement, je ne sais pas comment le retourner. Hein. Et peut-être, si vous me dites que je dois l'utiliser, ça deviendra mon ennemi parce que je ne sais pas le maîtriser. Et à partir du moment où je sais le maîtriser, etc., peut-être ça va devenir mon ami, mon compagnon. Donc, je pense que le robot, ça sera un tout petit peu la même chose. On peut en faire quelque chose un ami si on arrive à le maîtriser et si on arrive à l'utiliser de façon correcte. D'accord. Mais c'est vrai que vous avez raison, quand on voit au Japon 3 fois plus de robots qu'en France, 3 fois moins de chômeurs, et en Allemagne 2 fois plus de robots, 2 fois moins de chômeurs, on voit bien qu'il y a une corrélation entre les deux et que la machine ne tue pas le travail. On en avait discuté hier avec Nicolas Bouzou. Et puis je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début, sur le rapport entre l'art, l'armée et l'industrie. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que la DARPA, l'agence de défense avancée américaine, qui finance $1 million, les Google, Apple et les petites startups de la Silicon Valley, pour faire fructifier le business, est aussi reliée à Hollywood, qui fait ses films. Donc c'est une machine militaro-industrialo-artistique. Est-ce qu'on a ça? Est-ce que c'est vraiment un complexe de ce type qui est en train de dominer le monde ou pas? Ou est-ce que c'est une vision apocalyptique du petit franchouillard que je suis qui regarde ça en disant « Oh là là, ils vont nous écraser ». Non, je pense que les Américains, ils ont leur stratégie. Effectivement, il y a une grosse implication de l'armée au niveau du financement de la recherche en robotique. Je dois dire que, par exemple, en Suisse, on a un système de financement de la recherche en robotique qui se porte très très bien, sans avoir l'armée dans les pattes, sans avoir Hollywood à côté. Et on arrive à faire de la bonne recherche et à régater avec les Américains. C'est un autre modèle, c'est des modèles différents. Oui. Je pense que les Américains, ils aiment bien ce modèle bien pompeux et l'armée derrière qui finance tout ça. Moi, je connais... En Europe, j'ai très peu de collègues qui travaillent pour l'armée et on ne se porte pas si mal que ça. Bon, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils vont faire mieux que nous? Alors,
il y a un tout petit peu une idée comme ça, comme quoi ben voilà, les robots font des choses simples et puis les humains font des trucs compliqués. Et puis en effet, les robots ils vont nous remplacer dans les trucs simples. Et puis peu à peu, ben, les gens qui savent faire que des trucs simples ben, vont perdre leur job. Et puis les gens qui savent faire des trucs compliqués, ils vont le garder. Je pense que c'est faux. Simplement parce qu'on ne se rend pas tout à fait compte qu'est-ce qui est simple pour un robot et qu'est-ce qui est compliqué pour un robot. Qu'est-ce qui est simple pour une intelligence artificielle et qu'est-ce qui est compliqué pour une intelligence artificielle. Un robot, c'est un mélange, c'est une mécanique avec une intelligence artificielle derrière. Maintenant, vous pouvez déboutonner un bouton de votre chemise et regarder un tout petit peu comment travaille votre main. C'est simple, hein, de boutonner un bouton. Ah ben, faites faire ça à un robot. Déboutonner un bouton. Repasser une chemise, même. Repasser un linge rectangulaire. Hein, ok, il n'y a pas besoin d'aller à la chemise. Hein. Il y a des collègues qui se sont amusés à plier un linge rectangulaire. Un robot à 250 000 francs ou d'euros. Il lui faut 20 minutes, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est typiquement des choses qui sont, pour nous, quelque chose, je plie, etc. Pour un robot, c'est extrêmement compliqué. Tout ce qui est matière molle, tout ce qui est du pas vraiment bien défini, pour les robots, ça, c'est vraiment compliqué. Et puis, toute la dextérité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Après, il y a d'autres choses que nous, on pense qui sont compliquées. Puis, je veux dire, est-ce que vous êtes capable ou est-ce que vous avez envie de défier un champion de ping-pong et le battre? Un robot peut faire ça. C'est une balle dans l'espace, une trajectoire, un peu de physique, il y a 3 capteurs et puis on bat un champion. Alors que pour nous, ça nous semble quelque chose d'un peu compliqué. Donc, je pense que ce n'est pas si évident de dire qu'est-ce qui est simple et qu'est-ce qui est compliqué. Et tout d'un coup, on se retrouve, ah bien tiens, il y a ce job-là qui est en train de disparaître, je ne pensais pas. Et puis, à l'autre job, ah non, tiens, la coiffeuse, elle est toujours là. Parce que non, ça ne s'automatise pas si simplement. Donc, je pense qu'on est face à une période où il faudra être suffisamment attentif quelles techniques se développent et lesquelles vont vraiment permettre de faire des pas en avant et lesquelles, en effet, n'arrivent pas à avancer. Vous travaillez aussi sur l'aspect psychologique, le rapport à la machine, notamment sur les humanoïdes, savoir si on peut... L'empathie que l'on peut avoir, que l'on met dedans. Les gamins adorent leur doudou, et quand on leur arrache le doudou, ils pleurent comme des madeleines. Armel Lecléache parle à son bateau quand il avançait sur les vagues, bien là, en taillant la route, il lui parle, parce que et on est face à une machine avec du plastique, du métal, des cordages, etc., qui ne dit rien, qui ne répond rien. Vous travaillez sur ces sujets-là, le rapport psychologique entre machine et individu? Alors, moi, je travaille beaucoup au niveau de l'éducation sur ça, mais j'ai effectivement passablement de collègues qui travaillent sur les robots humanoïdes. J'ai un gros problème avec les robots humanoïdes, surtout par rapport aux espoirs qu'on leur fait porter. Et j'ai vu, typiquement, j'étais dans un débat où il y avait un de vos grands industriels français qui parlait de son entreprise de robotique humanoïde et qui disait ah, mais une fois, j'ai rencontré une dame qui, d'ailleurs, avait une dépendance par rapport à des soins, par rapport à une aide-soignante, et puis qui lui avait dit oh, quand j'aurai un robot humanoïde qui va me libérer de cette dépendance, de cette aide-soignante. Et puis lui a dit oui, on va faire ça. Je dis mais t'es un salaud. Non, là, vraiment, pour moi, là, on dépasse certaines limites qu'on ne devrait pas passer au niveau de la robotique, en essayant de venir avec des espoirs comme quoi le robot humanoïde va remplacer des personnes, etc., dans des rôles où la robotique, objectivement, ne peut pas apporter des solutions. Pourtant, utiliser des petits humanoïdes dans une chambre de malade, quand la personne est au lit, perd ses lunettes, n'est pas capable, ne peut pas se lever, ou perd son livre, ne peut pas se lever, qu'il y a le petit robot humanoïde qui vient lui remettre gentiment, peut-être en 5 minutes ou 10 minutes, mais elle peut sonner pendant des heures, parfois parce que l'infirmière est à l'autre bout du couloir et travaille dans d'autres chambres, c'est pas idiot non plus. Hein.
c'est là où il y aura le partage des tâches. Il peut même donner les médicaments. Il faudra le robot universel qui est capable de vous reprendre la tâche de l'aide soignante, etc. Simple, programmée, la toute simple. Oui, mais la toute simple, il y en a tout plein de petites simples. C'est laquelle la toute simple qu'on va programmer? C'est là, donc cette universalité de la machine, on est très très loin d'y être. Et puis, peut-être que le robot en arrivera aujourd'hui avec de la bonne vision à détecter les lunettes qui sont au pied du... il faut encore qu'elles soient des lunettes assez standards, parce que si elles ne sont pas très standards, il ne va pas le repérer. On n'arrivera pas à les reconnaître. Mais après, il faut les prendre. Donc, avoir un robot avec une dextérité nécessaire à ramasser une lunette, pour ramasser la lunette quand elle tombe, je ne suis pas sûr que l'investissement est bien placé. Tout à fait. On a vu ça avec la Google Car, la Google Car qui est incapable de rouler la nuit, sous la pluie, incapable sous la pluie, ça perturbe complètement les capteurs, et qui, dès qu'il y a une petite astérisque ou un petit dessin sur un sens interdit, il ne le reconnaît plus. Donc il y a encore du temps pour l'homme. Oui, non, et puis je pense que l'homme doit mieux comprendre quel est cet outil-là. Et qu'est-ce que cet outil peut faire et qu'est-ce que cet outil ne peut pas faire. L'exemple qu'on a eu de ce malheureux conducteur de Tesla qui n'a pas compris que le camion qui était en train de lui traverser la route, la voiture n'allait pas le détecter et qui a fini à 105 à l'heure dans le camion, ça, c'est de la mauvaise compréhension de ce que nos technologies savent faire et ne savent pas faire. Lui, il avait une confiance aveugle, et cette confiance aveugle, bon, là, ça l'a amené, ou là, ça l'a amené, mais je pense que de nos jours, si on a une confiance aveugle dans les technologies, on va finir comme ce brave monsieur, et il faut avoir une bien meilleure compréhension de ce que savent faire les technologies pour arriver à les maîtriser, à bien les utiliser, à bien les exploiter et à pouvoir construire par-dessus. Comme disait Eric Orsena hier, on va vers des voitures, bien sûr, sans chauffeur et puis sans passager demain. Que se passerait-il, place de l'Étoile, avec des voitures robots? Ça serait une catastrophe. Je n'ai pas compris. Que se passerait-il, place de l'Étoile à Paris, où quand on arrive avec nos yeux, on regarde à droite, on regarde à gauche, on se frotte un peu. Tout s'arrêterait, je suppose. Même les professeurs les plus avancés, ceux qui restent encore honnêtes, ils vont vous dire que non, il y a des places centrales dans certaines villes où les voitures automatiques ne vont jamais arriver à... On est bien d'accord. Alors, aujourd'hui, elles arrivent à aller sur des grandes routes, et puis s'il y a un camion blanc en travers, elles arrivent encore à se planter. Donc, on ne va pas arriver à gérer une foule et puis à se balader à travers une foule alors qu'on n'arrive pas encore tout à fait à conduire quand il pleut. C'est là où, effectivement, entre un humain, quand on voit qu'un enfant, on lui montre un chat et puis un chien, une fois, quand tu leur montres les deux animaux, il dit chat et chien, alors qu'un robot, il lui faut des millions d'exemples de chats et de chiens pour pouvoir arriver à peu près statistiquement à dire le bon nom. Ce qui est en train de changer, c'est qu'en effet, les millions d'exemples, on les a. Ah oui. Et puis l'intelligence artificielle commence à travailler de façon assez performante. Alors là, je pense qu'il y a encore un petit décalage. Donc, l'intelligence artificielle fait des gros progrès. Et là, de nouveau, l'intelligence artificielle a certaines caractéristiques qui sont différentes des nôtres. On copie de plus en plus les structures neuronales, etc. Mais voilà, là, il y a un tout petit peu de différence. Au niveau robotique et mécanique, on a quand même des technologies qui sont vraiment très différentes. Donc, entre la mécanique et ce que vous connaissez très bien, le vivant, on a vraiment encore Parfait. C'est bien. Merci à vous.